Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous. Bonjour à vous, Sabah Nour, Azul Filaoul. Zul Filaoul. Comme promis, comme nous sommes engagés il y a un mois de revenir sur cette guerre qui se déroule en Algérie, la guerre multidimensionnelle. Il suffit, nous pouvons la classer aisément dans une nouvelle catégorie de nouvelle guerre, une guerre de sixième génération. Pas de première génération, deuxième, troisième ou quatrième génération, ni cinquième génération, mais nous pouvons la classer facilement, aisément, dans une guerre d'une nouvelle catégorie, sixième génération. Donc, pour aujourd'hui, nous allons dégrossir la situation sur certains points que nous allons traiter dans 3 jours. Dans 3 jours. Dans 3 jours, nous allons revenir sur la diplomatie algérienne en Afrique surtout, et certaines actions de la diplomatie algérienne au niveau international, et bien sûr de tous les aspects économiques liés à l'Algérie. Nous allons les assez détailler. Pas tous, mais nous allons les détailler. Premier mot. Nos premiers mots, c'est toujours pour la paix, la paix en Algérie. Notre deuxième mot, c'est l'Algérie ne sera jamais une patrie tant que son intégrité n'est pas assumée intégralement. Donc, travailler dans la paix pour la majorité dans l'Algérie. Travailler la majorité de l'Algérie pour la paix. Pour la paix. Nous avons quelques points rapides à brosser, juste à brosser, à brosser. Mais pour cette intervention, nous allons aller au-delà des noms des personnes que nous allons citer. Nous détestons citer les noms des personnes, nous détestons ça. Parce que dès que nous citons le nom d'une personne, le sujet devient focalisé sur cette personne, alors que pour nous, les dignités humaines et les vies privées sont sacrées et inviolables. Mais nous devons aller au-delà des personnes, c'est-à-dire voir l'espace, la dimension de ce qui a été fait, de ce qui a été proposé par ces personnes, de par le passé. Donc, d'après les informations, dimanche prochain, se réunira le nouveau four crématoire de l'Algérie. Les députés, l'Assemblée. Le premier four crématoire de l'Algérie, c'est la Banque centrale. Le deuxième four crématoire, c'est ce qui est appelé l'APN, l'Assemblée populaire nationale, issue des élections dont vous connaissez comment elles se sont déroulées. Donc, vous avez cette assemblée qui va voter une série de lois sur lesquelles nous allons venir. C'est la théorie du choc qui va continuer en Algérie. C'est une théorie du choc qui a commencé depuis 2013-2014 et elle continue. D'autant plus qu'il y a un embrassement de la situation dans les droits de l'homme en Algérie, conduit par l'état-major de l'armée. Nous l'avons dit, nous allons le répéter, toutes les violences qui viennent, toutes les violences qui sont produites en Algérie et qui vont se reproduire en Algérie et qui vont continuer, ont pour source la Banque centrale, l'état-major de l'armée, et maintenant, à partir de la semaine prochaine, ce sera les députés qui vont voter des lois criminelles, fascistes, antipatriotiques. Donc, la paix en Algérie, la majorité de l'Algérie. Bien sûr, la paix et la majorité de l'Algérie doivent converger vers le développement de l'Algérie pour sortir du sous-développement abyssal dans lequel elle se trouve. Les autres mots qui suivent s'adressent à tous nos compatriotes algériens, et en particulier à nos compatriotes de la région de Harrata, à Béjaïa,
dans la wilaya de Béjaïa, entre la wilaya de Béjaïa et la wilaya de Sétif et de Djidjet. Chers compatriotes de Harata, vous êtes un brasier. La région de Harata est devenue un brasier. La région de Harata est devenue une bombe atomique pour l'Algérie. Tout ce que nous allons dire maintenant, tout ce que nous sommes en train de dire, nous l'avons traité dans des publications. Nous l'avons traité dans des publications il y a plus de 5 ans. Et nous l'avons traité dans d'autres interventions. Chers compatriotes de Harata, ayez la lucidité et la sagesse de faire de Harata le berceau de la paix, de la majorité et du développement de l'Algérie. Et non pas le berceau, ou bien le brasier, ou bien le foyer pour l'explosion de l'Algérie, pour achever l'explosion de l'Algérie. Ce qui se passe, la guerre Algérie-Mali au sud déclenchée par la France est affreuse. Voilà. Il y a, dans quelques mois, nous nous sommes proposés de réaliser, d'esquisser un plan de relèvement précoce pour l'Algérie post-incendie. Une semaine après, nous l'avons présenté. En parallèle, nous avions pris contact avec notre professeur de management à HEC Montréal. Donc, voici le plan. Donc, en parallèle, nous avons pris contact avec notre professeur de management à HEC Montréal. Donc, maintenant, nous allons donner quelques détails sur l'échange épistolaire entre nous et notre professeur de management, notre ancien professeur de management à HEC Montréal. Donc, notre professeur s'appelle Laurent Duchâtel. Présentement, il est directeur à l'école de la santé de l'Université de Montréal. Présentement, il est directeur à l'école de la santé de l'Université de Montréal. Donc, en tant que professeur de management et en tant que directeur de l'école de santé de l'Université de Montréal, donc vous comprendrez aisément qu'il a encore de l'expérience, du savoir, et de la générosité à offrir aux Algériens et aux Africains. Parce que quand nous traitons un sujet pour l'Algérie, nous pensons toujours à nos compatriotes africains. Donc, à titre personnel, et nous adressons à Laurent Duchâtel maintenant. Laurent, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné à nous et à nos compatriotes d'Algérie et d'Afrique un peu de ton temps précieux. Maintenant, existe-t-il une relation entre Laurent Duchâtel et l'Algérie? Nous allons tenter cette réponse. Quand nous sommes installés au Canada, et avant d'aller à l'université pour des études, à l'Université de Montréal pour des études, nous avons fait des efforts pour nous imprégner de la culture, de l'histoire, de l'économie, de la vie sociale, de la vie communautaire à Montréal. À Montréal. Nous avons demandé à des relations, nous étions dans le processus de construction de relations, sans en être certains, mais nous sommes quasiment sûrs qu'il s'agit de nos relations à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Nous allons citer quelques noms, comme ça ils nous reprendront après si nous sommes trompés. S'agit-il de Simon Tremblay-Pépin, professeur dans l'université canadienne? S'agit-il de Francis Fortier? S'agit-il de Thomas? S'agit-il d'Evelyne Couturier et d'autres personnes, et d'autres noms que nous avons oubliés là, que nous n'avons pas en mémoire immédiatement?
qui nous ont recommandé de nous intéresser à la culture de Mirou. Voilà. Pour les artistes québécois, canadiens, il y a, pour notre goût, il y a Leonard Cohen et notre Linda Lemay. Linda Lemay, que nous avons connue en Algérie. Du moins, que nous avons découvert en Algérie. Donc, nos amis de nos relations à l'IRIS, à l'Institut de recherche en information socio-économique, qui anime en parallèle l'Université populaire de Montréal. L'Université populaire de Montréal a été notre première université au Canada. Donc, c'est une université qui se déroulait dans des cafés, dans des bars, dans des restaurants, cafés et bars plutôt. Donc, nous étions un élève assidu de l'Université populaire de Montréal. Donc, l'Université populaire de Montréal est dirigée par la gang, comme on dit ici, de Simon Trouble-Pépin, Francis, Thomas, Evelyne Couturier et d'autres. Donc, c'est une expérience qui vaut la peine d'être lancée en Algérie. Donc, en leur posant des questions comme ça, dans des échanges, l'échange le plus qui nous a vraiment secoué, nous l'avons eu avec Francis Fortier, dans un petit bar, dans un café à Montréal. Francis, quel est ton modèle de développement? Comment penses-tu au développement de l'Afrique? La question était dans ces eaux-là. La réponse de Francis Fortier a été comme ça. Le modèle idoine, le modèle efficace de développement économique et de théorie économique sortiront de l'Afrique. Nous a secoué, vraiment secoué. Donc, en faisant, nous avons assisté à des conférences de Eric, du docteur en sociologie et en économie. Il a un double doctorat, un double PhD. Professeur, bon, nous excusons, nous avons perdu son nom là, nous l'avons perdu son nom, il est sur le bout de la langue. Un professeur qui aime faire ça. Donc, à l'Université populaire de Montréal, il nous a bourré là. Il nous a bourré. C'était immense ce que nous avons appris avec toute cette équipe. Bref. Donc, nos relations à l'IRIS, on dit, il faut écouter Speak White. Speak White de Michel Lalonde. Donc, nous avons écouté le poème Speak White. Pour nous, c'est un poème universel. Michel Lalonde, dans ce poème Speak White, a cité l'Algérie dans les ruelles d'Alger, etc., etc. Alors, un immense poème que nous vous recommandons pour l'écoute. Speak White. Speak White est une expression très péjorative. Elle est plutôt raciste. Speak White, c'est parler blanc. Autrement dit, c'est parler comme les blancs. Donc, bien, nous avons écouté ce poème à plusieurs reprises d'ailleurs. Nous avons commencé à étudier à l'Université de Montréal. Nous avons pris des cours à HEC Montréal. Laurent Duchâtel a été notre professeur. Après la fin du cours, l'ensemble du module. Hein. Discussion, comme ça. Bonjour Laurent, ça va, en ville, ça va, ceci, cela, etc., etc. Voilà ce que j'ai découvert. Une Canadienne, une Montréalaise, Michel Lalonde, dans son poème Speak White, a cité l'Algérie. Quelques mots par-ci, par-là, etc. Chérif, Michel Lalonde est ma mère. Laurent Duchâtel, notre professeur de management, qui nous dit « Michel Lalonde est ma mère ». Bref. Durant un séjour rapide en Algérie,
Titif, Abdelatif Bounab de la tribu de Bza nous a offert le manuscrit publié en Belgique de sa pièce de théâtre L'espace-heure. L'espace-temps. Pardon, pas l'espace-temps. L'impasse-temps, qui est une adaptation de son titre original, Guerra fi Guerra, guerre dans une guerre. Parmi les premières personnes à avoir critiqué le texte de Guerra fi Guerra, c'était nous. Et Tif nous a donné le texte, Shérif attaque-le. Bon. En rentrant du Canada, de l'Algérie au Canada, nous avons donc le manuscrit publié en Belgique de l'impasse-temps de Abdelatif Bounab. Donc nous avons croisé Laurent Duchâtel par la suite. Pas croisé. Dans son bureau. Quand Laurent Duchâtel nous a invités à travailler quelques jours pour lui. Laurent, voici le manuscrit publié en Belgique, l'impasse-temps de l'Algérien Abdelatif Bounab, que nous appelons familièrement Titif, qui m'a été offert en Algérie. Je te l'offre à toi, mais s'il te plaît pas à toi, s'il te plaît, pourrais-tu le remettre à Michel Lalonde? Récemment, sur Amazon, notre travail que nous avons fait entre 2002 et 2006 en Algérie sur la troupe de Bza a été publié. De Bza, un coup de poing pour de Bza, le courrier du peuple. Donc, Abdelatif Bounab est plus que cité à l'intérieur. Donc, bien sûr, il est clair qu'un exemplaire sera pour Laurent Duchâtel, parmi ceux que nous allons recevoir. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre Laurent Duchâtel et l'Algérie? Nous pensons que oui, à travers l'histoire de l'Algérie, à travers la poésie universelle de Michel Lalonde, qui est sa mère. Donc, tout le mal que nous souhaitons à Laurent Duchâtel, c'est de visiter l'Algérie, l'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, dans un climat apaisé, dans une anthropologie réellement intégrée, solide. Et nous espérons l'accompagner au moins pendant 2 journées dans notre village, dans nos villages. Hein. Qu'il s'agisse de Boujlil, qu'il s'agisse de Tarouza, qu'il s'agisse de Ouagnoun, ou d'Azraloul, ou d'Iril Ali. Nous espérons que la vie nous offrira ce plaisir d'accompagner Laurent Duchâtel en Algérie et de lui présenter réellement, de lui présenter le village et la famille d'Abderrahmane Aïssad. Donc, une autre fois, Laurent Duchâtel, entre nous. Laurent, merci beaucoup. Il est clair que je reprendrai l'ensemble de tes conseils. Et voici les notes que j'ai commencé à prendre. Pour éviter un travail dans le vide. Dès à présent, j'invite nos compatriotes algériens qui sont à Montréal, à Ottawa. Toronto, c'est un peu loin, je dois le dire. Ottawa, Toronto, Ottawa et Montréal. Pour le 5 octobre prochain, en commémoration des événements, comme ça, une question de symbolique de 5 octobre 88 en Algérie, nous allons expliquer, nous allons présenter ce plan et nous allons donner d'autres détails, nous allons détailler certains aspects dedans qui sont contenus dans les mots de Laurent Duchâtel. Chérif, il faut prémâcher tout. Prémâcher. Le conseil, nous allons le suivre à la lettre. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'il faudra prémâcher tout à nos compatriotes d'Algérie, à Laurent Duchâtel? Laurent, c'est une montagne de travail. Et promis que
que d'autres instruments de management seront introduits, le problème de coordination sera réglé avec les administrations, d'autres calculs. Maintenant que Laurent Duchâtel a imposé le pré-mâchage, nous allons le pré-mâcher, donc nous allons introduire au moins un modèle théorique d'estimation. Voilà pour comment l'histoire, comment le temps recrée des arrangements. Nous continuons. C'est depuis plus de 5 ans que nous avons commencé à traiter de la stupidité des États. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie en particulier. Et depuis 3 ans à peu près, nous avons commencé à traiter de toute l'Afrique du Nord. Des publications américaines ont parlé de l'armée algérienne. Nous avons diffusé des messages personnalisés à des généraux algériens en activité ou en dehors, formellement, en dehors de l'armée. Nous étions à la limite des supplications pour qu'ils appellent à la paix, pour qu'ils interviennent par le réseau pour la paix en Algérie et d'arrêter le massacre, pour que les Algériens se concentrent sur les frontières et la reconstruction de la paix en Algérie pour ne pas partitionner l'Algérie. Aucune réaction, soit, comme le dit Lounès Matoub dans l'une de ses œuvres, nous rappelons que les vies privées et les dignités humaines sont sacrées. Mais il y a des morts qui seront socialement, populairement, historiquement insupportables. C'est Lounès Matoub qui a dit dans l'une de ses œuvres donc, ça fait longtemps depuis que nous avons commencé à appeler à la solidarité avec les soldats algériens postés aux frontières, avec tous les soldats algériens, peu importe leurs unités de stationnement, leurs casernes. Tenons aussi aux officiers subalternes. Quand nous disons officiers subalternes, c'est capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et les sous-officiers que nous incluons. Pour l'amour de Dieu, vous serez l'objet de manipulations affreuses. Donc, faites tout pour maintenir la cohésion au niveau de la base, au niveau de l'opérationnel. Nous avons suggéré le renouvellement de l'état-major de l'armée en 2 temps. Une vague qui partira d'elle-même en retraite, qui va se retirer. Une autre vague qui va se retirer 6 mois après, et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Bref. Ben, apparemment, la suggestion a déplu. L'état-major de l'armée est sous la menace de la Cour pénale internationale. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de brader l'Algérie à tout vent. Sur la braderie de l'Algérie, nous l'avons dit il y a très très longtemps, c'est depuis 2013. Donc, aux soldats algériens, aux sous-officiers, aux officiers subalternes, pour la dignité de la révolution,
et la dignité de la patrie, les dignités privées, les dignités individuelles, chacun la gère à sa manière. Soyez solidaires. Et à la nation algérienne, soyez solidaires avec nos soldats. Voilà. Nous le répétons, nous avons cité énormément des généraux. Non. Nous passerons sur des détails très très importants, mais qui paraîtront superflus pour nos compatriotes algériens parce que les compatriotes algériens et les compatriotes africains aiment la complexité des raisonnements alors que le raisonnement le plus efficace est le plus simple. Ils aiment la complexité, l'ambivalence des analyses franco-françaises au lieu d'aller vers des analyses typiquement algériennes, africaines ou anglo-saxonnes. Récemment, une série d'extraditions, de procès, de demandes d'extradition a eu lieu. Tout ça, ce n'est plus de la diversion. C'est la matérialisation, la matérialité de toutes les menaces qui pèsent sur des personnes, sur des Algériennes et des Algériens qui vont entraîner la ruine de l'Algérie avec elle-même, avec ces personnes. Et en particulier des généraux. Il est très difficile de trouver un pays au monde où l'état-major de l'armée s'envoie en prison à tour de rôle. Des généraux qui envoient des généraux en prison, des généraux qui libèrent des généraux de prison, des généraux qui ont été libérés de prison, qui renvoient d'autres généraux en prison. Nous, c'est impossible de citer un autre exemple dans le monde. Ça, il faut voir du côté des think tanks américains comment est-ce qu'ils interprètent tout ça. Et il faut voir du côté de l'Union européenne, et en particulier du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, l'exploitation de ça. Sur cet aspect, nous allons le traiter dans 3-4 jours. Il est lourd. Maintenant, pour l'Assemblée nationale issue des élections désastreuses par la non-participation. Nous avons défendu la participation massive des Algériens aux élections. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Maintenant, vous avez un four crématoire. Un four crématoire. Ils vont vous brûler par des lois. Rapidement, quelles sont les lois qui seront votées? Quand ils ont dit qu'il y a une batterie de lois qui seront votées, oui, c'est vrai. Suppression des subventions, braderie d'Air Algérie, braderie de Sonatrach, la vente des ressources naturelles de l'Algérie, tarification à l'acte de la santé, c'est-à-dire la privatisation de la santé, la privatisation des universités, la vente des entreprises. Nous pensons particulièrement à l'énième de Tizi Ouzou qui est l'échantillon. Hein, l'échantillon. Privatisation des banques. Et, bien sûr, c'est encore plus complexe, c'est encore plus pernicieux, plus dangereux, tout ce qui se passera à la Banque centrale. La Banque centrale, récemment, est revenue sur la table la dépénalisation de l'acte de gestion, qu'ils ont présenté comme étant la protection du gestionnaire. Ils ont changé juste les mots, la formulation. Dépénalisation. Sachez qu'il s'agit de la dépénalisation de l'acte de gestion en rapport avec les marchés financiers. Si, avec la forme actuelle de la criminalisation de l'acte de gestion, l'Algérie s'est enfoncée dans la corruption, dans la gabegie, dans la destruction, dans le désastre,
Qu'en serait-il avec la dépénalisation de l'acte de gestion? Nous le disons, il vise les marchés financiers. Alors, l'affaire qui a fait grand bruit, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Nos compatriotes d'Algérie doivent arrêter avec ces histoires-là, maintenant, à dormir debout, le marché du pétrole, de la demande, etc., etc. Arrêtez. Ils ne doivent pas arrêter. Il faut aller vers il faut aller vers d'autres domaines, là. Ce sont des aspects que nous avons traités, hein, il n'y a pas de problème. Nous les avons traités, hein, auparavant. Privatisation de Sonatrach, ça fait longtemps. Il y a la privatisation des autoroutes qui s'annonce. La privatisation des autoroutes qui s'annoncent, nous avons calculé, estimé à 8 milliards de dollars sur 5 ans les capitaux algériens qui partiront à l'étranger. Rien qu'à travers la privatisation des autoroutes et des stations de distribution de carburant. Ça, c'est... Tous ces détails, nous sommes fatigués de faire ces calculs. Non, qu'est-ce qui se cache derrière la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc? Et nous le redisons, c'est stupide. On a de la stupidité, de l'idiotie des États. Je veux dire, les États-Unis d'Amérique ont négocié avec la Corée du Nord. La crise des missiles de Cuba a poussé les États-Unis et la Russie à négocier. Non, en Algérie, bon ben, il y a rupture des relations diplomatiques parce que il ne s'agit pas de diversion. Nous allons sur maintenant une piste additionnelle. Hein. C'est une piste additionnelle. Hop. Des pressions, des menaces, des incitations, des encouragements de l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc et à demander au Maroc de réagir mollement, qui aurait été exercé par qui? Par BlackRock. BlackRock. Black, c'est noir. Rock, c'est rocher. Hein? C'est le rocher noir. BlackRock. C'est quoi? Qui est cette compagnie BlackRock? BlackRock. C'est un gestionnaire de fonds de pension. Un gestionnaire, disons bien, hein, de fonds de pension. C'est-à-dire 2 fois le mot fonds. Ce sont des fonds vautours. BlackRock est la société, la compagnie qui a racheté tous les fonds de pension français. Qui ont été cédés, bien sûr, par le roi de France et ce qu'on est africain, le président Emmanuel Macron. Ça, c'est un problème franco-français. Donc, c'est BlackRock qui aurait imposé ce jeu. Quelle est la finalité de BlackRock? D'étouffer l'Algérie. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut penser à l'Espagne, qui a exercé des pressions de l'Algérie et qui a obtenu des concessions énormes sur les eaux territoriales algériennes. Il faudra repenser à toutes les pressions de l'Union européenne via la violation des droits de l'homme, la dénonciation des droits de l'homme, etc., etc. L'Union européenne agit pour un groupe de pays et les pays sont libres d'agir individuellement. Le pays qui agit le plus, c'est la France. Quand vous entendez le roi de France et de ses collègues africains, le président Emmanuel Macron, appeler les Algériens ses amis, on reste bouche bée. Les Français eux-mêmes ne sont pas ses amis. De quels amis parle-t-il en Algérie? Bon, donc pour nous, c'est BlackRock. BlackRock. Pourquoi BlackRock? Parce que c'est le partenaire de Sonatrach dans Medgaz. Même si Sonatrach à 51% et BlackRock, à travers un autre consortium, 49%,
quelqu'un, y a-t-il un membre de ce consortium, de ce conseil d'administration, qui pourra placer un mot devant un tout petit agent de BlackRock? Si vous le trouvez, donnez-nous son nom, nous allons lui faire une prière. BlackRock, Medgaz, sortez de offre et demande de l'OPEP, de l'OPAEP, de l'OPEP+, etc., etc. Allez-y un petit peu vers la spéculation, vers les marchés spéculatifs du pétrole, des terres rares. Ça, c'est pour... rapide, donc nous avons parlé des lois qui seront votées. Maintenant, nous allons passer à une interview donnée par l'Akhdar Brahimi au journal Le Monde. Hein, nous allons aller au-delà de la personne, hein, au-delà de la personne de M. Al-Khadar Brahimi. Hein. Nous allons aller au-delà de cette personne. Mais nous allons, pour coller, pour arrêter, nous ne sommes pas allés des analyses de fond là. Nous allons aller vers des analyses plus efficaces, qui touchent à la réalité, ainsi nos compatriotes d'Algérie comprendront peut-être un peu mieux. Donc avant de passer à l'interview de M. Al-Khadar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, qu'elle a accordé au journal Le Monde. Il est question de l'ouverture des frontières en Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, soyez modestes dans vos analyses pour la compréhension des enjeux. En ouvrant les frontières algériennes, simple, c'est que ceux qui ont ordonné à l'Algérie d'ouvrir toutes ses frontières, au commerce, au voyage, etc., veulent tout simplement que les Algériens deviennent plus malades. Maladie ordinaire entre guillemets, pandémie, famine, pauvreté, pénurie de médicaments dans les structures de santé, pénurie de médecins, tarification, privatisation de la santé, etc. Donc les Algériens deviendront encore plus malades, encore plus pauvres, et souffriront plus. Qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? Il y a une question de la démographie. Ils vont attaquer l'Algérie par la démographie. C'est pour cette raison que nous parlons de guerre de 6e génération. Nous vous rappelons que c'est un sujet, que la bataille sur la démographie africaine a été affreuse pour nous. Elle a été soulevée en 2015. Donc nous vous renvoyons à notre analyse de l'impact de la dévaluation du dinar sur la démographie. Elle est visible. De 2015. Ensuite sont enchaînées une série, FMI, Banque mondiale, pour l'attaque de la démographie, non pas algérienne uniquement, mais toute la démographie africaine, de l'Afrique. Donc la question de la réouverture des frontières pour le transport aérien, maritime, marchandises, pour les voyageurs, etc., c'est juste pour accélérer, augmenter plus la maladie des Algériens. Donc il faut attaquer leur démographie. L'exemple dans l'histoire, nous l'avons déjà traité. C'est l'épidémie du typhus dans les années 40. Consultez les archives de l'Organisation mondiale de la santé, vous allez trouver que des Français ont écrit que la France a refusé de vacciner et de soigner les Algériens pour qu'ils meurent plus. Pour que plus d'Algériens meurent. Pour qu'il y ait des problèmes dans la reproduction de la population. En tout cas, si des compatriotes arrivent à organiser une présentation de ce plan de relèvement précoce à Montréal ou à Ottawa, nous allons parler de la démographie avec des équations. C'est infernal ce que vous faites subir à l'Algérie. Bref. L'ouverture des frontières. Canada, nous avons demandé à 2 ambassades européennes si nous pouvons aller visiter leur pays.
C'est une situation déprimante en Ontario. Il faudrait un voyage, il faut une motivation sérieuse du voyage. Nous sommes vaccinés, nous subissons des tests quasi hebdomadaires, etc. Mais malgré ça, non, monsieur. Donc, cette décision n'est pas une décision algérienne, elle est une décision imposée de l'étranger. Le bouquet maintenant. L'organisation des élections communales au mois de novembre prochain. Dans des conditions sanitaires qui sont celles qui sont en Algérie actuellement, conditions sanitaires, conditions de défiance populaire, rupture de toute transmission, de toute communication entre les différents décideurs et les Algériens. Des élections communales sont prévues pour le 27 novembre. Il y a des élections fédérales au Canada sont prévues pour le 20 septembre. Voici les manuels de formation. L'organisation des élections au Canada. Self-Training Workbook. Information Officer, Elections Canada. Manuel d'auto-formation. Parce qu'ils ne peuvent pas organiser des formations collectives à cause de la pandémie. Élections Canada. Guide sur la COVID-19 pour les fonctionnaires électoraux au lieu de scrutin EC 50-102, c'est le code du document. Soit vous voulez organiser des élections communales au mois de novembre prochain. Voilà. Organisez au moins sur une semaine. Préparez au moins les produits de stérilisation, hand sanitizing, stérilisation des mains, les stylos, les enveloppes, tout ça. Une formation. Et bien sûr, comment consolider les résultats sur une semaine. Des élections sur une semaine. Ça, parce qu'ils ne peuvent plus toucher à la Banque centrale, ils sont en train d'exécuter à la lettre les ordres de la Banque mondiale et du FMI et de l'OCDE et de l'Union européenne, à la lettre. Ils organisent des événements. Nommer des administrateurs, des fonctionnaires comme du temps des délégations exécutives communales, et on n'en parle plus là, c'est pas le moment. Une décision économique récente a été prise. L'autorisation du marché informel des fruits et légumes des particuliers dans les marchés populaires. C'est-à-dire rendre licite ce qui est illégal. C'est une option que nous avons défendue depuis 2015. Mais ça, c'est une option à minima. Il faut appliquer ça à l'industrie. Nous l'avons expliqué en 2015. C'est à l'industrie. Faux. L'essentiel, c'est de réparer un bulldozer. L'essentiel, c'est de réparer un scanner, une radiographie, un échographe dans un hôpital. L'essentiel, c'est de réparer la cuisine, les cuisines, les chaudières, les appareils d'oxygénation des malades au Covid. Les réparer. Bon, il y a des compatriotes algériens qui ramassent de l'argent, qui financent des acquisitions, etc. Il faut légaliser ça, du moins. Pas le légaliser, il faut le rendre licite. C'est-à-dire autoriser ce qui est illégal dans la mesure où il procure plus de bien-être. Voilà. Allons voir maintenant, au-delà de la personne de M. Al-Khadar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et ancien secrétaire général adjoint à l'ONU. Au-delà de la personne. Mais c'est juste pour coller. Donc, M. Al-Khadar Brahimi a accordé une interview au Journal Le Monde, s'il vous plaît. Journal Le Monde. Un talk show.
Première question, nous ne pouvons pas nous abonner au journal Le Monde. Impossible. Donc, dans la partie visible de cet article sur le site internet de ce journal, première question, nous lisons. Comment qualifieriez-vous le départ américain d'Afghanistan après 20 ans de présence? Point d'interrogation. Ça, c'est la question du journaliste. La partie visible de la réponse de M. Al-Khadr Brahimi a été: ce n'est pas une défaite militaire. C'est comme pour les Français et l'Algérie. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de partir. Ils le voulaient depuis le jour où ils ont tué Ben Laden. Après, il n'y avait pas de bon moment pour sortir. En 1989, les Soviétiques ont été contraints de quitter le pays et au XIXe siècle, les Britanniques ont subi de vraies défaites. Ce n'est pas une défaite militaire. Ça, c'est le premier bout de sa phrase. Et en 1989, les Soviétiques ont été contraints, par qui, il faut le deviner, de quitter le pays. Et au 19e siècle, s'il vous plaît, 19e siècle, c'est-à-dire entre 1800 et 1899, les Britanniques ont subi de vraies défaites. Soit. D'un point de vue basique élémentaire, nous allons faire un effort extraordinaire, un immense effort pour nous rabaisser à ce niveau de réponse. Je dis bien, pour nous rabaisser à ce niveau de réponse. Ce n'est pas une défaite militaire, c'est comme pour les Français de l'Algérie. Si ce n'est pas une défaite militaire, alors il s'agit de quelle défaite? Une défaite psychologique, morale, politique? Une défaite de contrainte? Ce n'est pas une défaite militaire. De quelle défaite s'agit-il? C'est comme pour les Français et l'Algérie. C'est-à-dire, les Français, ce n'est pas une défaite militaire. C'est-à-dire, les Français ont quitté l'Algérie parce que ça leur plaisait, parce que moralement, ils ne pouvaient plus supporter ça, politiquement, ils ne pouvaient plus supporter ça, etc. Pour descendre à ce niveau, c'est un effort colossal que nous allons fournir à ce niveau-là. Oui, nous vous le concédons. Ce n'est pas une défaite militaire. M. Al-Khadr Brahimi et à tous les autres. Pour les États-Unis, s'ils ont quitté l'Afghanistan, c'est qu'ils ont des plans de recensement. Ils ont d'autres plans, d'autres intentions. Ça, c'est la première. 2. Les États-Unis ont sécurisé intégralement toutes les montagnes dans lesquelles, toutes les terres sous lesquelles se trouvent les terres rares nécessaires pour la technologie du futur aux États-Unis. Toutes les terres, les montagnes sous lesquelles se trouvent les terres rares d'Afghanistan ont été prises par les États-Unis d'Amérique. Trivialement formulé, qu'une autre puissance aille les fouiller en Afghanistan. Et nous verrons ce qui se passera en Afghanistan de nouveau. Le cas de l'Algérie maintenant. Donc, comme pour les États-Unis, les Français n'ont pas perdu, d'après Al-Khadr Brahimi, n'ont pas perdu militairement en Algérie. Oui, M. Al-Khadr Brahimi, militairement, les Français n'ont pas perdu en Algérie. Ils auraient pu faire leur test d'armement nucléaire, pas au sud, à Regan. Ils auraient dû le faire au nord, entre la frontière tunisienne et marocaine, l'île Maurice et Chan, faire leur test nucléaire là-bas. Et la population algérienne aurait été exterminée. Nous ajoutons ça à l'extermination par la non-vaccination durant l'épidémie de typhus. Nous ajoutons ça
la politique de la terre brûlée. Nous allons ajouter le massacre des montagnes du Dahra et de l'Ouarsénis. Les enfumades. Ajoute à ça. Monsieur le Khadar Brahimi, d'un point de vue peut-être qui vous sera très difficile de comprendre, il s'agit de la valeur de la vie. Il s'agit tout simplement de la valeur de la vie. C'est un concept qui vous sera très difficile de comprendre. La valeur de la vie, monsieur Khadar Brahimi, la valeur de la vie d'un Algérien est devenue supérieure à la valeur de la vie d'un Français. C'est pour cette raison que les Français ont quitté l'Algérie. Avant, durant une période d'extermination, la mort d'un Français entraînait la mort probablement de 1000 personnes, de 1000 Algériens, entraînait le viol de 100 femmes algériennes, entraînait l'expropriation et la privation de 250 Algériens. Mais, grâce à la révolution algérienne, la vie d'un Algérien est devenue supérieure à la vie d'un Français. C'est pour cette raison que les Français sont partis. Nous profitons de l'occasion pour lancer un message à M. Dahal Jabal avant de revenir sur la question de l'interview de Khadar Brahimi. Dahou, amicalement et respectueusement, nous nous sommes rencontrés à Montréal. C'est à nous et à Moussa Ouittahar que vous avez demandé l'adresse que vous cherchiez à Montréal. Dahou, il est temps d'intervenir là. Il est temps d'intervenir dans les journaux algériens ou bien sur une page Facebook ou bien une intervention comme la nôtre là. Filmer. Dahou Jabal. J'ai assisté à la conférence sur l'histoire des révolutions à l'UQAM. Le professeur vedette, c'était un professeur de l'université de Wisconsin aux États-Unis. J'étais émerveillé. Ça, je parle avec le juge, c'est la personne. Émerveillé par ta réaction, d'un point de vue académique et universitaire. J'étais émerveillé par ta réaction d'un point de vue patriotique. Ça me fait plaisir. Dahou Jabal, il est temps. Donc, Dahou, peut-être désolé pour le tutoiement, etc., etc. Nous avons dîné ensemble, etc. Revenons à l'interview de Khadar Brahimi. Donc là, il faut aller au-delà des personnes. Il faut aller au-delà des personnes. Il y a de cela quelques années, un peu plus de 10 ans, la chaire Raoul d'Enduran avait conjointement avec le CERIOM organisé une conférence à l'UQAM. L'UQAM, c'est l'université du Québec à Montréal, elle est au centre-ville de Montréal. C'est l'Khadar Brahimi qui a été invité. L'amphithéâtre était archi-comble. Là, maintenant, nous avons besoin de quelques notes. Donc, M. Khadar Brahimi a parlé, terminé sa conférence. C'était la période des questions. Disons-le comme ça, de non-algériens lui ont posé des questions. Il a répondu calmement, sagement, avec respect, avec distance, avec hauteur. Donc, nous avons demandé à lui poser une question. C'est nous-mêmes qui lui avons posé la question. Notre question était ainsi. Que pensez-vous de la question? Ce sont les mêmes mots. Elle est claire, brève et concise. Que pensez-vous de l'exclusion des dictatures de l'Assemblée générale des Nations unies? Il y a des subtilités de droit dedans. Ce n'est pas le moment d'en parler. Donc notre question a été, que pensez-vous de l'exclusion des dictatures de l'Assemblée générale des Nations unies? Sa réponse. Il y a beaucoup de personnes comme vous
qui avait proposé, qui avait fait cette proposition. Il y a beaucoup de personnes, d'accord, qui avaient fait cette proposition, d'accord. Donc, nous ne tombons pas de la planète Mars ou de Neptune. Donc, il y a d'autres personnes que nous ignorons, que nous connaissons. Et à l'époque, nous n'étions même pas étudiants. Mais c'est le comme vous. Comme vous. Il y avait du mépris, de la condescendance de la part de l'Akhdar Brahimi. Ça, c'est le comportement de tous les Africains vis-à-vis des Africains entre eux, etc. Ça, c'est la culture française, la crasse de condescendance, de mépris, de mépris. Donc, pour poser cette question, nous sommes mis en position debout, bien sûr. On se lève. Les yeux dans les yeux, nous avons écouté avec dégoût, mais sans dire quoi que ce soit, les yeux dans les yeux, sa réponse. Il a terminé sa réponse, lui avons dit merci. Et nous nous sommes rassis dans l'amphi à l'UQAM. Juste après nous, des compatriotes algériens lui ont posé des questions sur l'autonomie et l'indépendance de la Kabylie. Là, il s'est carrément emporté. Il était devenu carrément insolent, irrespectueux. D'autres compatriotes algériens se sont levés pour être solidaires de leurs camarades qui ont posé la question sur l'autonomie et l'indépendance de la Kabylie. Donc, il y avait un brouhaha. Donc, nous avons profité de cet incident, de cet accrochage, pour quitter l'amphi. Nous n'avons plus rien à faire parce que pour nous, dans les amphis des universités, c'est sacré, ce sont des instituts universitaires, pas de bagarre, pas d'insultes, pas de ça, pas de ça, pas de ça, pas de ça, pas de ça. Donc récemment, compatriotes, la Kabylie a quasiment un peu, c'est une destruction ravageuse de la Kabylie. Ensuite, ils ont commencé à manipuler la majorité de l'Algérie. Rapidement, ils ont quitté le pas. Nous rappelons qu'en 2014, nous avons suggéré la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue pour la ROS2D. Nous sommes en 2021, 7 années après. Rien. Nous rappelons que nous avons traité le cas, la situation de l'Espagne et de l'Algérie, une étude comparative de la question identitaire en Espagne et en Algérie. L'Espagne a fait une amnistie, elle a absorbé son problème. L'Algérie, il se repose. Récemment, un ministre a proposé la suppression l'aménagement, la suppression de Tamazight à l'école primaire. Nous avons défendu cette option en 2014. Parce que l'enseignement de Tamazight pour l'école primaire uniquement en Kabylie est un acte de violation des droits de l'homme. Est un acte politiquement destructeur. Et nous avons suggéré l'enseignement de Tamazight pour l'ensemble des étudiants, qu'ils fassent mathématiques ou physique nucléaire ou médecine, Tamazight. Les Algériens sont capables de discuter de n'importe quel sujet, sauf de la dotation de l'Algérie d'un national bilingue. Incroyable, mais vrai. Revenons maintenant à la question de l'ONU. Monsieur Al-Akhdar Brahimi. Monsieur Al-Akhdar Brahimi, vous avez été chargé par les deux secrétaires généraux, Boutros Ghali et Kofi Annan, pour présider un groupe d'études sur les opérations de maintien de la paix. C'est un sujet que nous avons traité, mais nous allons le voir d'un autre angle. Vous avez fait des missions en Afghanistan, en Irak, en Syrie et ailleurs dans le monde, en Yougoslavie probablement. Vos échecs sont totaux, sont intégraux. Vos échecs ne sont pas vos échecs personnels, ce sont les échecs de l'ONU. Alors, la partie personnelle de l'échec, c'est lié à vos compétences. Nous vous rappelons, puisque vous avez parlé de l'Afghanistan dans cette question, dans votre réponse, le départ des Américains d'Afghanistan, nous vous rappelons que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, le projet de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU a été dirigé par
Zahir Tana. Zahir Tana. Qui est-il? Zahir Tana. C'est un Afghan. Il est d'Afghanistan. Donc, que sortez-vous, M. Zahir Tana? Là, vous avez montré la faiblesse de la diplomatie des pays sous-développés. Zahir Tana, qui a dirigé la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, objectivement parlant, M. Zahir Tana est capable de diriger l'Afghanistan. Objectivement parlant, vous êtes capable de diriger l'Algérie. Monsieur le Khadr Brahimi, on compte la destitution du président chef de l'État a eu lieu. Vous avez été sollicité pour être le gestionnaire de transition, définition politique de transition, etc. Nous vous avons adressé un message que vous pouvez voir sur Internet. À vous, nous avons appuyé à fond votre proposition. Ça, c'est pour vous dire que nous dépassons. Nous prenons de la hauteur par rapport à des bassesses de ce type. Nous vous avons soutenu à fond et vous avons dit à l'époque que la destitution du président, du chef de l'État va mener à la catastrophe. Et nous sommes dans une guerre. Monsieur le Brahimi, maintenant, venons à votre projet de direction des opérations de maintien de la paix. Groupe d'études, à votre président du groupe d'études de maintien de la paix. Là, maintenant, nous allons imbriquer des aspects assez complexes. Là. Nous allons les imbriquer. Notre professeur à l'Université de Montréal, qui s'appelle Yvon Connoir, et qui est consultant pour l'ONU sur les opérations du maintien de la paix ou de rétablissement de la paix ou la fin des conflits. Donc, c'est M. Yvon Connoir, qui a été notre professeur à l'Université de Montréal, nous a chargé de travailler sur la réforme du Conseil de sécurité avec un autre Canadien. Donc, nous avons travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité pour une présentation de 12 minutes et 3 questions après la fin de la présentation. Donc, notre camarade canadien a parlé de la partie qu'il avait choisie, de l'histoire, de l'organisation, de la SDN, un peu de la SDN, un peu des autres tentatives de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons parlé de l'aspect pragmatique. À la fin, nous avons commencé à introduire des calculs. Comment calculer, comment déterminer les membres, comment affecter les sièges du Conseil de sécurité de l'ONU à des pays dans le monde. Et comment les choisir. Nous vous informons aussi que le travail de Kadhafi pour l'Afrique a été énorme. Donc nous avons commencé à esquisser des calculs. Notre professeur Yvon Connoir nous a arrêtés. Donc d'une présentation de 12 minutes, elle a duré 15 minutes. Il dit, Chérif, comme ça, il connaissait notre prénom. Chérif, s'il vous plaît, arrête avec les calculs. Continue, oublie les calculs, continue un petit peu ton développement. Comme ça. Il était 10 h du soir, parce qu'à l'Université de Montréal, il y a des cours qui vont jusqu'à 10 h du soir. Il y a des cours qui se déroulent le week-end, samedi, dimanche. Ouais. La période des questions. De 3 questions, nous nous sommes retrouvés avec une dizaine de questions. Et c'est nous-mêmes qui répondions. Nous avons été lessivés. Bon, pourquoi le nombre de questions beaucoup de choses peuvent être dites. Nous avons été lessivés à l'effort de présentation, à l'effort de réponse aux questions, à la complexité des questions. Donc nous avons été physiquement à bout. Et notre professeur Yvon Connoir a laissé faire. Il a laissé les étudiants continuer. Est-ce que vous avez d'autres questions pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce que vous avez des questions différentes, etc. Donc nous avons passé plus de 20 minutes à répondre à des questions. À bout. Nous étions à bout.
nous avons dit que l'Afrique, pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique doit déléguer Hussein Aït Ahmed et Nelson Mandela. Nous étions à bout. Nous avons donné cette réponse. C'était la dernière question. C'était la question. À cette question, quand nous avions répondu à cette question, l'Afrique doit déléguer Hussein Aït Ahmed et Nelson Mandela, le professeur Yvon Conoir a vu que nous étions à bout, que c'est tout le monde qui avait remarqué la différence du nombre de questions et de la longueur de l'intervention. Publiquement, le professeur Yvon Conoir nous a reproché d'avoir utilisé deux noms, Hussein Aït Ahmed et Nelson Mandela. Parce que c'est un argument non théorique, c'est un argument non théorique, non universitaire, non académique, etc. Peut-être que c'est un élément d'un argument théorique. Il était 10h30 du soir. Il a vu que... Donc, il nous a menacé de nous enlever 1 point ou 2 points sur la note, etc. En sortant de l'amphi, il se tient à bout. En aparté, il nous l'a dit. Soyez sans crainte pour la sanction, il n'y aura aucune sanction. Il n'y aura aucune sanction pour la proposition de Hussein Aït Ahmed et de Nelson Mandela. Il a dit j'appuie. Il était d'accord. Il dit c'était fort. Et pour la remarque, c'était le fait que la proposition d'inclure Hussein Aït Ahmed et Nelson Mandela dans un cadre, dans un argumentaire universitaire, académique, c'était le point négatif. Mais ce n'était pas les deux personnes. Bref, en 2015, décembre 2015, M. Hussein Aït Ahmed, Dieu a repris l'âme qu'il a mise dans le corps de Hussein Aït Ahmed. Dieu a repris l'âme qu'il a mise dans le corps de Hussein Aït Ahmed. Mettons de côté le mot maintenant. En 2015, vous avez eu des mots élogieux sur une chaîne de télévision kabyle à Paris. Pour Hussein Aït Ahmed. Mais vous avez eu des mots élogieux pour lui une fois mort. Lui, il a travaillé pour changer le système que vous avez servi, que vous continuez à servir. 2015. En 2017, nous avons suggéré une conférence sur les actions internationales. Les actions de Hussein Aït Ahmed, les actions internationales de Hussein Aït Ahmed, et non pas sur Hussein Aït Ahmed. Sur les actions, dans le cadre justement d'un concept que vous connaissez très bien, de DDR, de l'ONU, les opérations de maintien de la paix avec les DDR, Disarmament, Demobilisation and Reintegration. Voilà. Et comment l'inclure dans les chapitres 7 du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était en 2017. C'était une conférence pour la question symbolique que nous devions donner à New York. Donc, pour nos compatriotes qui sont aux États-Unis, même s'il y a des restrictions de voyage entre le Canada et les États-Unis, alors que l'Algérie s'apprête à ouvrir ses frontières, nous sommes prêts à venir. Mais dans un cadre universitaire, n'importe quelle université de New York. Et nous allons amender notre conférence prévue en 2017, et nous sommes prêts à la donner en anglais. Ça, c'est pour la symbolique, New York, le siège des Nations Unies, etc. Mais nous sommes beaucoup plus intéressés par l'université de Denver, Colorado. Comme ça, nous allons aller vers le Prady, nous allons visiter le Prady School, l'école Prady. C'est elle qui a lancé le projet Afrique 2063 et la zone de libre-échange continentale africaine, le désastre dans lequel va l'Algérie. Bon, nous sommes prêts à la faire. À Ottawa, à Montréal, ça c'est normal. Nous allons la faire en français. Mais aux États-Unis, nous sommes prêts à la faire en anglais. À nos compatriotes de Stockholm, puisqu'il y a le CIPRI là-bas, le Stockholm Institute Peace and Research Institute. Nous sommes prêts à venir à Stockholm.
Nous avons nos vaccins, nous avons nos papiers vaccinés, etc., etc. Comme ça, nous irons au CIPRI aussi. Parce qu'avec le CIPRI, nous avons engagé d'introduire du conflit contre les humains, de revoir les définitions de ce qu'est une guerre. Donc, ça c'est pour Stockholm, les États-Unis, etc. Monsieur Khdar Brahimi, vous avez eu des mots élogieux pour Hussein Ahmed. Mais une fois mort, c'est à votre honneur. Ceci étant dit, c'est à votre honneur. Monsieur Khdar Brahimi, la question de l'Algérie est dans une même configuration, la même situation que la Yougoslavie. Quel est l'un des éléments principaux dans la déflagration de la Yougoslavie et même de l'ex-URSS? C'est un problème identitaire, c'est un problème linguistique. À vous maintenant, quelle est votre position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Voilà, monsieur Khdar Brahimi, nous pouvons, à travers vous, vos actions internationales, diplomatie en Libye, en Irak, en Afghanistan, Soudan, nous n'avons pas de souvenirs. La faiblesse de la diplomatie algérienne, si de votre temps la diplomatie algérienne était très faible, la diplomatie actuelle est d'une nullité crasse. Non seulement elle est faible, elle est nulle. Elle a les deux défauts ensemble. La faiblesse et la nullité. Faible parce qu'elle ne peut pas créer de dynamique. Nulle parce qu'elle est soumise à des pressions affreuses internationales qu'elle a peur d'affronter. Les plus grandes pressions viennent de l'Union européenne. Nous avons bataillé dur sur la question de la violation des droits de l'homme en Algérie contre l'Union européenne. Nous avons bataillé dur contre la France sur la question démographique. Maintenant, il se pose autrement en Algérie, à travers la pandémie et la répression. Monsieur Khdar Brahimi, votre personne est à un niveau inférieur. C'est au-delà de votre personne. C'est ce qui attend notre patrie. Merci à vous tous. Et dans 3 jours, nous allons reprendre l'aspect diplomatie algérienne en Afrique et en Europe surtout.